Et en votre nom, j'accueille l'abbé René Tessier. Et je le remercie infiniment d'avoir quitté Québec pour nous autres. De Québec, pour nous renseigner sur des choses qui sont de l'actualité. C'est d'autant plus d'actualité que ça va l'être de plus en plus. Puis des questions qui se posent. Alors, on va d'abord lui donner la parole. Si vous avez des questions, tout à l'heure, vous remarquerez qu'il y a un micro en plein centre. Vous levez la main, puis vous allez au micro. Mais quand on se déplace, c'est mieux d'avoir un masque. Une fois que vous êtes assis, il paraît que vous pouvez enlever votre masque. Ça va? Alors, l'abbé René Tessier, qui a écrit de très beaux articles, qu'il vous offre d'ailleurs gratuitement dans la revue ici, et qui va nous renseigner ce soir. Et comme il dira lui-même, on n'a pas toutes les réponses, mais on peut avoir des réponses. Merci d'être là, M. l'abbé. Je vous laisse la parole. Merci. Merci bien. Oui, merci à vous aussi d'être là, de vous être déplacés. Il y a des gens qui sont venus depuis Saint-Hyacinthe, un peu partout dans la région de Montréal. Écoutez, effectivement, c'est un sujet complexe, délicat. Dans la revue, l'article de fond que j'ai publié en septembre, nous avons voulu intituler ça « Un drame à éclaircir ». Donc, effectivement, on n'insistera pas trop, on se répète un peu déjà, mais il va rester des questions sans réponse à la fin de la soirée, mais on va essayer d'aborder et de régler toutes celles qui peuvent l'être. C'est une question complexe. Après cet article-là, au début de l'été, à la fin de l'été, j'ai eu la chance d'être invité à une soirée conférence au Cercle de la Garnison à Québec, tout près de la Citadelle, et nous avons entendu pendant 2 heures Constant Awashish, qui est le grand chef des Atikamekw, et qui lui-même nous disait, vous savez, quand on l'avait invité à nous parler, entre autres, de cette question-là des pensionnats autochtones, il a dit, c'est une question assez complexe, merci. Alors, il l'a abordé avec ce qu'il en savait, mais effectivement, il est resté très prudent. Si on se reporte, quand les événements sont arrivés sur la place publique dans les médias, c'était après le 27 mai dernier, ça a commencé par la supposée découverte de tombes à Kamloops, en Colombie-Britannique. Et une semaine, 10 jours plus tard, à ce moment-là, il y avait 215 tombes d'enfants qui avaient été repérées par radar à pénétration sous terre, là, en tout cas, donc depuis un avion ou un drone. Et ensuite, il y avait 745 autres tombes découvertes à Marival, en Saskatchewan, dans une autre réserve. Vous pouvez prendre des notes tant que vous voulez, bien sûr, mais à part la vidéo qui va être produite, vous avez pas mal tous ces renseignements-là aussi dans les revues qu'on met à votre disposition quand vous vous servez comme vous voulez. Vous pouvez même en apporter pour d'autres si vous voulez. Donc, mais pour les gens qui avaient suivi les travaux de la Commission Vérité et Réconciliation, qui a produit son rapport à l'automne 2015, juste au moment où on changeait de gouvernement à Ottawa, les élections étaient en octobre 2015, si vous vous souvenez, c'est là que M. Trudeau a été élu pour la première fois. La commission déposant son rapport, elle l'a mis à M. Harper, puis ensuite M. Trudeau en a pris connaissance. Tous ces corps-là, inhumés, étaient dans le rapport. Bon, c'était dans des appendices, dans des documents longs comme ça. Moi, j'ai parcouru, par exemple, le summary, donc le résumé du rapport de la Commission Vérité et Conciliation, 282 pages. En fin de semaine, j'ai eu le temps de lire pas mal au complet ce que vous m'avez envoyé, Père Dallaire, le texte. J'avais déjà lu plusieurs choses, le rapport du professeur Hamilton, ici. Alors, aussi, lui, il a fait une recherche, il a fait une enquête justement sur les corps qui ont été inhumés. Donc, la Commission Vérité et Réconciliation, qui était présidée par un juge d'origine autochtone, le juge Murray Sinclair, un juge originaire de l'Ontario, en arrivait à la conclusion qu'il y avait entre 3 000 et 4 000 morts, enfants décédés, qui étaient, on savait, inhumés à côté des pensionnats la plupart du temps. Ce n'était pas, pour ceux qui étaient au courant, il n'y avait rien de surprenant là-dedans. Ça nous a été présenté comme une révélation, mais ça ne l'était pas. Bien sûr, vu d'aujourd'hui, vu de notre œil en 2021, chaque fois qu'un enfant meurt, on a du mal à comprendre comment ça se fait-il que ça arrive. C'est devenu, heureusement, très rare. Dans les années 1930-1940,
dans certains, notamment dans les quartiers les ouvriers les moins favorisés de nos grandes villes, un enfant sur 3 ne se rendait pas à l'âge de 10 ans. Non, le taux de mortalité infantile dans nos communautés était endémique. C'était terrible. Si on se permet une comparaison, c'est toujours un peu odieux de faire ça parce qu'on parle d'enfants qui sont décédés. Puis évidemment, pour des parents, qui voient leur enfant mourir, c'est un drame, c'est incompréhensible. Que nos parents meurent avant nous, c'est un peu inévitable. On n'aime pas nécessairement ça, on souhaite que ça arrive le plus tard possible, mais quand ça va arriver, on va devoir l'affronter. Mais que des parents voient leurs enfants mourir en bas âge, ça c'est toujours dramatique, bien sûr. Donc, on aurait eu entre 3 et 4 000 morts. Mais même si, j'écrivais dans mon article que même si ça montait à 8 000, une hypothèse que le juge Sinclair a lancée comme ça, même si on n'en a pas la preuve pour l'instant, ça serait pas mal encore dans la fourchette, dans les ratios qu'il y avait de mortalité infantile dans les communautés non autochtones. Donc, si on recule dans le temps, on comprend le contexte de l'époque, il faut bien dire que c'est moins scandaleux ou épouvantable que ça paraît aujourd'hui quand on ne connaît pas cette histoire-là. Bien sûr, les corps d'enfants ne sont pas identifiés. Ça fait partie du drame un peu. Le professeur Hamilton, qui a fait une longue recherche donc avant 2015 pour la Commission Vérité et Réconciliation, puis qui a produit son rapport, lui concluait déjà que plusieurs indices montraient qu'il y avait eu des croix de bois, avec identification des corps, mais que les croix s'étaient désagrégées. Surtout si on se fie au rapport aussi du Dr. Bryce en 1907, qui, lui, nous laisse entendre que la majorité des décès se sont produits à cette époque-là, dans les premiers temps des pensionnats. Donc là, vous voyez, en 1907, on est 114 ans plus tard. Alors effectivement, ça n'a pas pris 100 ans pour que les croix de bois se désagrègent. Pourquoi de simples croix de bois au lieu des monuments en pierre? Même si les monuments en pierre, eux autres aussi, peuvent venir à s'effriter avec le temps, demandez-le, posez la question aux responsables de cimetières, puis vous allez voir comment ils vont vous expliquer ça. Parce qu'effectivement, l'ensemble de l'opération des pensionnats autochtones était quand même une initiative du gouvernement fédéral qui a appelé à l'aide des communautés religieuses pour venir faire l'enseignement dans ces pensionnats-là, comme c'était le cas dans le temps. Les religieuses, au début du 20e siècle, au Québec et ailleurs, assuraient une très grosse partie du système d'éducation au Québec et ailleurs, en particulier au Québec, mais aussi ailleurs. Le Dr. Bryce, lui, avait conclu que, donc avant 1907, dans les débuts, avait conclu d'abord que les pensionnats étaient mal chauffés et mal entretenus, et il avait repéré aussi d'importantes éclosions de maladies de toutes sortes auxquelles les Autochtones n'étaient pas préparés. Alors, il n'était pas capable, il n'a pas produit de chiffres très précis, il n'a pas risqué de chiffres sur le nombre de décès qu'il peut y avoir, mais si on parle de 4 000 aujourd'hui, à l'époque, c'était déjà pas loin des 2 000 qu'il avait comme deviné. Mais ça reste des corps d'enfants non identifiés. C'est un drame, ça c'est clair. Et évidemment, quand des parents apprennent plusieurs années plus tard que leur enfant est décédé, oui, c'est une mauvaise surprise. Sauf qu'on peut penser qu'ils ont dû se demander à quelques reprises, quand ça fait 30, 40, 50 ans, ils ont dû se demander à quelques reprises qu'est-ce qui était devenu de leurs enfants et pourquoi ils ne les avaient pas vus. Il y en a qui ont parlé de génocide. L'expression génocide culturel, elle provient du rapport de la Commission Vérité et Réconciliation en 2015. Un mot sur la Commission Vérité et Réconciliation. À l'origine, ça prenait pour modèle les autres. La première Commission Vérité et Réconciliation dans le monde, c'était celle qui a été mise sur pied en Afrique du Sud. Dans les années 1990, en fait, deuxième moitié des années 90, après que le Congrès national africain de Nelson Mandela, après la fin de l'apartheid, Frédéric de Klerk, qui est mort la semaine dernière, avait finalement cédé le pouvoir à la majorité noire. Il y avait eu des élections. Nelson Mandela avait été élu premier président. Et il avait chargé Monseigneur Desmond Tutu, l'ancien archevêque anglican de la ville du Cap, Cape Town, de présider cette commission. Le principe de la commission, c'était que les gens qui ont commis des crimes sous le régime d'apartheid viennent reconnaître ou confesser leurs crimes en public et tout ce qu'ils confessent ou reconnaissent ou admettent
est automatiquement pardonné une fois qu'ils l'ont exprimé publiquement. C'était le principe. Il y a eu de semblables commissions, notamment au Rwanda, à propos du génocide de 1994-95 aussi, qui lui aurait fait 800 000 morts. Mais là, ici, le système de la Commission Vérité et Conciliation au Canada a fonctionné sur des bases différentes. Il n'y a pas eu de contre-interrogatoire des gens qui portaient plainte, et on n'a pas beaucoup interrogé de gens qui étaient accusés. Et on n'a pas parlé non plus, on n'a pas invité non plus des gens encouragés à dire, bien, venez dire ce que vous avez fait, puis on va vous pardonner une fois que vous l'avez admis publiquement. On a fonctionné sur des bases vraiment différentes. Et le rapport donne la parole à plusieurs plaignants qui ont été sélectionnés, mais ne donne pas beaucoup la parole, très peu en fait, à ceux qui sont mis en accusation et qui n'ont pas été entendus dans le cadre des audiences. Ça, c'est, à mon avis, c'est un point faible de cette commission Vérité et Conciliation. Quoi qu'il en soit, la commission a conclu en parlant de génocide culturel. Bon, ça, c'est une expression assez délicate. En fait, moi, je traduis ça par entreprise d'assimilation forcée. Le but des pensionnats autochtones, tel que conçu par le gouvernement fédéral, c'était, on a gardé l'expression « tuer l'Indien en l'Indien ». En fait, il s'agissait de les déraciner de leur culture. Il s'agissait de les assimiler à la mentalité, aux pratiques et à la langue de la majorité blanche, que ce soit le français ou l'anglais. Parce que les enfants, bien sûr, étaient enlevés de force à leur famille. Mais ça, contrairement à ce qu'on a pu voir écrit ici et là, ou dit à la télévision, ce ne sont pas les religieux ni les sœurs qui sont allés enlever les enfants. Jamais. Jusqu'à preuve du contraire, ça n'est jamais arrivé. On n'a pas un seul exemple. C'est d'abord la GRC et, dans certains cas, des agents, des fonctionnaires du gouvernement fédéral qui sont arrivés, bien équipés, bien entourés, et qui ont enlevé les enfants de force à leur famille. On comprend donc que ces enfants-là arrivent dans des pensionnats. N'oubliez pas que là, ils ne parlent pas la langue, là, ni le français ni l'anglais. Est-ce que les éducateurs parlent leur dialecte tribal? Ben non, à peu près jamais. Donc, c'est un choc culturel sans précédent. Il y a un fossé. Moi, j'ai même reçu les témoignages par téléphone de 2 Oblats qui m'ont dit « Nous ne savions même pas qu'ils avaient été enlevés de force dans leur famille. Nous, on nous envoyait là pour éduquer, donner des cours, les scolariser avec le système du temps. Et on les voyait arriver. Pour au départ, il y avait cette barrière de la langue qu'il fallait essayer de surmonter et qu'on pouvait arriver à surmonter après 2, 3, 4 mois peut-être. C'est aussi ce pourquoi on leur interdisait de parler entre eux leur langue autochtone, qui sont multiples les langues autochtones, il n'y en a pas seulement une ou deux. Parce que, évidemment, encore une fois, ils avaient été ravis de force à leur famille, donc ils n'étaient pas ravis, sans jeu de mots, d'être là, dans ces pensionnats-là, mais quand on veut apprendre une nouvelle langue, dans n'importe quelle école de langue aujourd'hui, on va vous dire, il ne faut pas que vous parliez votre langue. Nous avons un jeune jésuite de Terre-Neuve qui vient d'arriver au séminaire à Québec depuis le mois de septembre, et au début, moi, je me suis permis d'avertir 2, 3 confrères, écoutez, arrêtez de lui parler en anglais, il vient ici apprendre le français. Même si c'est difficile les premières semaines, il faut lui parler en anglais le plus possible, en français le plus possible, bien sûr, quitte à s'entretenir en anglais avec lui quelques minutes, des fois pour lui donner une chance, mais si on veut qu'il apprenne le français, c'est en français qu'on doit échanger avec lui. En tout cas, assimilation forcée. Pourquoi cette assimilation forcée? Comment se fait-il que comme la Conférence des évêques catholiques du Canada l'a répété dans un document il y a quelques années, à l'époque, la population canadienne était très massivement d'accord avec cette entreprise-là, même si beaucoup de gens n'étaient pas très au courant. On n'avait pas les médias d'information qu'on a aujourd'hui, on n'avait pas l'Internet, évidemment. Jusqu'en 1950-52, Radio-Canada, secteur français, a commencé à entrer en ondes en 1952, la télévision. La radio existait déjà auparavant, bien sûr, depuis 1935. Vous voyez, les médias n'étaient pas du tout. Et les gens aussi avaient bien d'autres choses à faire. Les gens qui, par exemple, vivaient sur la Terre étaient souvent en mode survie. Donc, c'était pas un rituel que de se retrouver devant le téléjournal tous les soirs.
On écoutait la radio plus, notamment, m'a-t-on compté, pendant la guerre, pour savoir ce qui se passait, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et quand la guerre était terminée, bien là, on est beaucoup retourné à nos occupations. Dans le premier article que j'ai, les 2 numéros que j'ai placés là, ici sur la table, qui est à votre gauche, celui-ci avec l'arbre mort, c'est le texte principal, Pensionnat autochtone, un drame à éclaircir. Dans l'autre, qui est celui d'octobre, il y a un article qui raconte cette soirée que nous avons passée avec Constant Awashish, grand chef des Atikamekw, qui nous a parlé de ses préoccupations, qui a apporté des éclaircissements aussi sur toute l'histoire des relations entre les gouvernements et les peuples autochtones. Histoire complexe, histoire qui n'a pas toujours été facile, mais je suis obligé de revenir pour dire que donc, ce système des pensionnats autochtones a été mis sur pied, voulu, soutenu et financé par le gouvernement fédéral. Évidemment, les religieux et religieuses qui y ont travaillé, qui ont collaboré, sont responsables des gestes qu'ils ont posés, mais ils ne sont pas responsables du fait que les enfants ont été arrachés à leur famille et qu'ils sont arrivés très révoltés dans ces pensionnats la plupart du temps, et on les comprend. Puis qui plus est, bien, sans chercher à dire du mal, il reste qu'eux n'étaient pas nécessairement habitués à un cadre éducatif très sévère comme celui qu'on avait dans nos communautés à nous. Il y a plusieurs personnes ici qui sont d'un certain âge. Rappelez-vous ce que c'était l'école et les familles au Québec dans les années 1940, 50, même encore dans les années 1960. La correction physique, les châtiments corporels pas trop sévères, mais quand il le fallait, et ça pouvait arriver parfois assez souvent, bien, c'était monnaie courante. À l'école, c'était monnaie courante dans un bon nombre de familles aussi. De nos jours, ça n'a plus sa place, on ne peut plus accepter ça et c'est interdit par le Code pénal criminel du Canada. Les temps ont changé. Moi, je notais, par rapport à cette mentalité aussi, que le gouvernement et le peuple canadien, en bonne partie, croyaient bien faire en essayant de les déraciner de leur culture, ces Autochtones. Encore en 1938, l'Exposition universelle de Paris célébrait la grande mission civilisatrice de la France en Afrique. Et là, ils se flattaient du fait qu'ils avaient apporté l'instruction, le système hospitalier, les routes, une administration efficace, patati patata, tout ce que vous voulez. Donc, ils considéraient qu'ils rendaient des services immenses aux populations d'Afrique à l'époque ou d'Asie. C'est une parenthèse pour ne pas l'oublier. J'ai découvert en fin de semaine, en réalisant d'autres choses, que les Autochtones au Canada, en Amérique du Nord, en fait, Canada et États-Unis, ont été largement décimés, on le sait, par les maladies qui ont été apportées depuis l'Europe, par les colonisateurs européens, aussi bien français que britanniques. En fait, plus précisément, ils ont été apportés la plupart du temps par leurs animaux, qu'ils apportaient avec eux en bateau. Oui, qu'ils amenaient avec eux. Maintenant, étonnamment, en Afrique et en Asie, là où il y a eu d'importantes colonies, les Européens ont colonisé presque toute l'Afrique. En Asie, la France était en Cochinchine, au Vietnam, la Grande-Bretagne était sur l'ensemble des côtes chinoises, notamment avec d'importantes concessions à Canton, Guangzhou aujourd'hui, ou à Shanghai. Donc, il y avait des colonies européennes partout, mais là, il n'y a pas eu du tout cette contamination des populations, puis cette mortalité, au taux très élevé de mortalité, apportée par les maladies européennes. Même qu'ici, en Amérique du Nord, comme les populations autochtones étaient très décimées, bien, pour la force de travail, on le sait malheureusement, ça c'est un autre triste chapitre de l'histoire, bien, notamment aux États-Unis, mais un peu au Canada aussi, il y a des grands propriétaires qui ont fait venir des esclaves d'Afrique qu'ils achetaient au marché public. Mais ces esclaves-là, même s'ils travaillaient très fort, n'ont pas nécessairement eu un taux de mortalité plus élevé que les autres. Il y avait la vie plus dure, ça c'est clair, mais il ne mouraient pas beaucoup de maladies en bas âge. Alors que les Autochtones, eux, n'ont pas été capables de résister parce que leur système immunitaire n'était pas préparé à cette transmission de maladies. La responsabilité du gouvernement fédéral, donc, a été reconnue par l'entente de... quelle année déjà celle-là? Il y en a eu plusieurs. En fait, il y a eu la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens, signée en mai 2006, qui accordait d'abord à tous les enfants, à tous les anciens élèves des pensionnats autochtones,
qui accordait d'abord un montant de 10 000 $ pour sa première année de présence, et pour chaque année subséquente qu'ils avaient passée dans les pensionnats, on leur offrait 3 000 $. Mais il y avait aussi un processus d'évaluation indépendant qui pouvait accorder jusqu'à 275 000 $ en cas d'abus sexuel et 250 000 supplémentaires, donc on est rendu un peu plus de 500 000 $ dans les cas où il y avait eu des abus physiques très, très marqués, donc des préjudices graves à partir d'abus, effectivement. Donc, ça devait, à ce moment-là, sceller l'affaire. Les communautés religieuses, elles, ont commencé à s'excuser pour le drame des pensionnats autochtones dans le cas des Oblats en 1991. Et dans les articles, j'énumère aussi les nombreuses excuses qui ont été présentées avec des dédommagements financiers par les différentes communautés religieuses qui étaient impliquées. Donc, ce n'est pas une prise de conscience pour nous, une révélation que ce qui est sorti cette année. On a découvert, on a repéré très précisément, on a géolocalisé des corps dans les cimetières. On va en retrouver d'autres probablement parce qu'on n'est pas encore rendu à 3 500 ou 4 000. Et on sait à peu près où ils sont. Les archives des communautés religieuses ont été déposées aussi, notamment en Colombie-Britannique, et ils sont là pour consultation. Mais la Commission Vérité et Conciliation ont dit qu'ils avaient manqué de temps et n'ont pas consulté ces archives-là. Ils ont simplement entendu les rapports du professeur Hamilton et de quelques autres qui ont fait la recherche. Vous allez entendre souvent l'expression « survivant des pensionnats autochtones ». C'est une expression que, personnellement, je trouve un peu embêtante parce que « survivant » laisse entendre que ceux-là ont eu la chance de ne pas être massacrés. Oui. Écoutez, nous sommes tous des survivants de la COVID, par exemple. Bon, il y a quand même eu beaucoup de morts de la COVID, plus qu'il y a eu de décès parmi les enfants autochtones. Mais surtout, à ce jour, on n'a pas trouvé d'éléments vraiment clairs qui attestent d'un seul meurtre dans les pensionnats autochtones. Les enfants sont morts de toutes sortes de maladies, et surtout, apparemment, il faudrait fouiller davantage, mais surtout avant 1907, à cause de la situation. Le Dr. Bryce avait présenté un rapport au gouvernement fédéral du temps. Le rapport n'a pas seulement été tabletté, il a été dissimulé, on lui a interdit d'en parler, on a refusé de donner la moindre publicité à ça. Le rapport était quand même accablant, il demandait des réformes. Il y a eu de toute évidence quelques améliorations parce que le taux de mortalité a ensuite diminué sérieusement. Mais personne n'a rien su à l'époque. Ce rapport-là a été comme ressuscité à peu près il y a une dizaine d'années, au moment en préparation de la Commission Vérité et Réconciliation. Donc, parler de meurtre en série, comme nous disaient plusieurs personnes dans des courriels qui nous ont été envoyés, parce que j'ai personnellement traité plusieurs des courriels qu'on reçoit nous autres au diocèse, non, ça ne repose pas sur des faits avérés. Il y a eu des épidémies, il y a eu de la contagion, il y a eu des gestes déplorables, certainement, mais il n'y a pas eu de meurtre en série. Et ce n'est pas parce que, par exemple, dans le Globe and Mail, je lisais un ancien résident des pensionnats autochtones disait qu'il avait été témoin d'une inhumation qui se faisait à la sauvette en toute discrétion. Ben oui, mais ça ne prouve pas qu'il y a eu meurtre, ça, pas du tout. Ça peut prouver plutôt que les responsables des pensionnats ne voulaient pas traumatiser les autres enfants et inhumaient discrètement ceux qui étaient morts, parce qu'il y en avait de temps en temps. L'emploi du terme « génocide culturel », il faut savoir que le terme « génocide » est un mot qu'on réserve à certains usages seulement. Le génocide, j'allais dire par excellence, le pire génocide qu'on connaisse dans notre histoire moderne, c'est évidemment la Shoah. C'est le massacre de 6 millions de Juifs par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est le génocide, encore là, par excellence, entre guillemets, attention à mes mots, là. C'est le génocide à l'état brut, dans ce qu'il a de pire, en termes d'étendue et d'impact. Le terme, dans la communauté internationale, on fait bien attention de ne pas appliquer ça à n'importe qui, surtout que dès qu'on crie au crime, au génocide, justement, à propos de n'importe quoi, ça peut être très insultant pour les Juifs survivants dont les parents, les grands-parents ont été gazés à Auschwitz, à Treblinka ou ailleurs comme ça, là. La communauté internationale, à ce jour, a reconnu
à ce que je sache, 4 génocides. Celui du Rwanda en 94-95, qui aurait fait 700 à 800 000 morts. Les Tutsis principalement, la minorité Tutsi, mais aussi des Hutus plus modérés ou qui collaboraient ou qui hébergeaient des Tutsis. Parce que c'était effectivement une explosion de violence sans précédent. Et simplement avec des machettes, les gens cherchaient des Tutsis, puis même il suffisait de ressembler à un Tutsi pour que tu te fasses trancher les bras, trancher la tête et tout ce que tu veux. Le général canadien Roméo Dallaire racontait tout ça dans les 3 livres de lui que j'ai recensés dans notre revue dans le temps. Et nous l'avons invité à la cathédrale de Québec il y a plusieurs années. Il était venu nous livrer ça en conférence. Lui était encore traumatisé de ça. D'ailleurs, c'est pourquoi il a essayé de se suicider à un moment donné sur les bords de la rivière ou des Outaouais à Ottawa. Là. Et on l'avait retrouvé à moitié mort le matin dans le champ, le long de la piste cyclable. Le génocide du Cambodge a fait 1 million de morts dans les années 70 après que les Khmers rouges aient pris le pouvoir à Phnom Penh. Ils étaient aveuglés par une idéologie marxiste-léninisme est pur et dur, tellement que même la Chine, à l'époque de Mao, les avait désavoués. Et quiconque avait des lunettes était soupçonné d'être un intellectuel, donc un ennemi du peuple. Quiconque parlait une deuxième langue, en dehors de la langue mère du Cambodge, était un ennemi du peuple. Quiconque avait... Il y a des gens qui étaient massacrés simplement parce qu'ils avaient des mains relativement propres, des mains de travailleurs de bureau. Quand on ne voyait pas la gale sur tes mains, ça veut dire que tu n'as probablement jamais travaillé d'un champ, donc tu ne mérites pas de vivre. C'était une espèce de pureté raciale, mais pureté aussi des travailleurs dans la plus simple expression du terme. Et le 4e génocide sur lequel il n'y a pas unanimité, notamment parce que la Turquie s'y oppose de façon véhémente, c'est le génocide des Arméniens, qui a culminé en 1915, donc pendant la Première Guerre mondiale, mais qui avait commencé 30 ans plus tôt et qui aurait fait 2 à 3 millions de morts. La communauté arménienne, aujourd'hui, traîne encore ces souvenirs-là avec douleur. Puis évidemment, ça a été réanimé un peu lors du récent conflit. C'était quand déjà? C'était il y a quelques mois, au Nagorno-Karabakh, une enclave arménienne en Azerbaïdjan. Et là, avec l'aide de l'armée turque, l'Azerbaïdjan est rentré, puis ils ont complètement écarté, et les Arméniens doivent céder leurs terres et retourner en Arménie et se trouver de nouvelles maisons, de nouvelles terres. Et survient. Alors, donc, j'avais noté, moi, 3 éléments qui ont été dits dans les médias et dont il faut dire qu'ils ne sont pas vrais, mais je les ai un peu dit déjà. Meurtre en série. Non seulement il n'y a pas eu de meurtre en série, mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu un seul meurtre. Mais il y a eu beaucoup de jeunes qui sont décédés, comme il y en a eu dans nos communautés, comme il y a eu des adultes de tout âge. Et en fin de semaine, on n'en finit jamais de lire là-dessus, je découvrais, en lisant au complet le rapport du professeur Hamilton, que le taux de mortalité avait été plus élevé dans les réserves autochtones de l'Ouest que dans les pensionnats. Plus élevé. Il y avait davantage d'enfants et d'adultes qui mouraient dans les réserves autochtones à l'époque, à cause des conditions sanitaires et de tout le reste. 3 éléments, donc, meurtre en série, les prêtres et les sœurs qui auraient kidnappé, comme ça a été dit dans la presse à un moment donné et répété, ça non plus, ça n'est jamais arrivé. C'est clair. Quant à l'histoire des fosses communes, on nous a servi ça de manière très récurrente pendant tout le mois de juin. Et à un moment donné, les médias ont arrêté, ont changé d'expression. Mais il n'y a jamais eu d'excuse pour ça, pour dire qu'il n'y a jamais eu de rectificatif d'un journaux ou de... Non, on a simplement... Ils ont compris dans les médias que ce n'était pas vrai. Et là, ils ont commencé à parler de fosses anonymes ou de sépultures anonymes parce qu'effectivement, comme je vous disais tantôt, malheureusement, l'identification qu'il peut y avoir dessus est disparue. Donc, il y a eu sans doute beaucoup de corrections physiques, surtout si on tient compte du fait que les jeunes arrivaient là révoltés, avaient été arrachés à leur famille, à leur milieu de vie naturel, arrivaient dans un environnement qui, à la manière de l'époque, était sévère, la discipline était très stricte, ils se faisaient reprendre facilement. Donc, il y a eu des corrections physiques, clairement, et il y a eu quelques abus sexuels. On n'est pas capable d'évaluer le nombre exact pour l'instant.
Dans toutes sortes de choses que j'ai lues, il y en a qui prétendent que les abus sexuels étaient souvent le fait d'employés qu'on avait pris sur place, sans rien connaître de leur histoire, parce que les pensionnats ont été formés, ce qui est sûr, ont été formés très rapidement. Il fallait trouver du personnel et on pouvait, paraît-il, qu'on pouvait engager n'importe qui sans vérifier leurs antécédents. Vous savez qu'aujourd'hui, dans toutes nos institutions maintenant, que ce soit les institutions religieuses, le scoutisme, le monde de l'éducation, il faut passer par une enquête pour être sûr qu'il n'y a pas d'antécédents judiciaires comme quoi on pourrait être éventuellement des agresseurs dangereux. Ce qui n'est pas une garantie absolue, remarquez, hein? C'est pas parce que quelqu'un n'a jamais rien fait qu'il ne fera jamais rien. Mais c'est quand même une mesure de sécurité qui est importante et précieuse. J'ai envie de dire quelques mots sur les 60s Scoop, la rafle des années 60. À partir de 1951, mais surtout dans la décennie 1960, et surtout évidemment dans l'Ouest canadien, parce que c'est là que sont les communautés autochtones. Oui, ça, je ne l'ai pas encore dit, c'est vrai. Les Autochtones au Québec, il y a quelques années, j'ai entendu ça encore ce soir, tantôt, là, on ne les voyait pas, on ne les connaissait pas vraiment. Au Québec, ils forment 1% de la population, un petit peu plus que 1% en fait. Ils sont maintenant, en 2019, ils étaient 111 000, alors qu'en 1955, ils étaient seulement 18 000. Dans les dernières années, quand même, leur nombre s'est accru en importance, mais il y a aussi un réveil, une prise de conscience, il y a toutes sortes de revendications autochtones dont vous entendez parler, avec notamment ces débats autour de la question des terres non concédées, patati patata. Bon, on pourra revenir là-dessus si vous avez des questions qui concernent ça, mais les peuples autochtones, mais 1,2% de la population, c'est pas énorme. Et en plus, ils sont souvent dans les périphéries. Vous n'en avez pas beaucoup dans le centre-ville de Montréal, à part quelques itinérants. Il y a une communauté Huron-Wendat qui sont 4 000 en banlieue de Québec. Vous avez des Mohawks à Kanawake, puis à Oka ou Kanesatake, comme vous voulez, en banlieue de Montréal. Mais les autres sont souvent plus, on va dire, dans le bois, dans les régions périphériques. Au nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean, par exemple, il y a 11 nations, 11 peuples autochtones différents au Québec. Et ce n'est pas nécessairement 10 000 par peuple, il y en a qui sont plus nombreux que les autres. Ils sont répartis sur 55 communautés. Puis en fait, les 111 000, ça regroupe, ça compte, en fait, il y a 92 500 des Premières Nations et 12 129 qui sont des Inuits. Les Inuits sont plus ceux qu'on appelait naguère les Esquimaux et qui ne sont généralement pas classés comme dans les Premières Nations. Bon, mais ça, c'est une autre question, là, il faudrait éclaircir, mais c'est un détail finalement. Et à fin de statistiques aussi, je ne veux pas vous inonder de chiffres, mais j'ai trouvé ça en fin de semaine, dans le recensement de 2006, recensement pan-canadien, on arrivait à la conclusion que les Autochtones au pays, le revenu annuel moyen était de 18 962, donc on va dire 19 000 $, alors que les autres, les non-autochtones, c'était 27 000 $ le revenu moyen. Donc, vous constatez une disparité, mais en même temps, c'est toujours difficile à évaluer parce que si on se nourrit par la chasse et la pêche, c'est différent. Il y a le revenu déclaré, le revenu qui ne l'est pas. Il y a toutes ces questions-là qu'il faut prendre en considération. Mais donc, le petit mot rapide avant de prendre vos questions sur la rafle des années 60. Ce qui s'est passé, donc, surtout dans les années 60 et 70, ça se continuait, c'est que là, les pensionnats autochtones avaient fini, ne se développaient plus, ils commençaient à fermer. Et on n'avait plus le personnel non plus. Même les communautés religieuses n'avaient plus le personnel capable de répondre à ça. D'ailleurs, j'avais été surpris il y a quelques années, le théologien Gilles Routier nous expliquait que déjà au Québec, à la fin des années 1940, les conseillers de certaines communautés religieuses disaient aux fonctionnaires du gouvernement, là on était 15-20 ans avant la mise sur pied du ministère de l'Éducation, ils disaient, écoutez, nous ne serons plus capables de vous fournir le personnel pour nos établissements d'enseignement dans 10, 15 ou 20 ans. On voit comment le recrutement de nouveaux membres dans nos communautés est à la baisse. C'était déjà le cas en 1947-48, croyez-le ou non, puis ça s'est confirmé dans les années 50. Donc, il va falloir penser d'autres solutions. Ça peut expliquer en partie aussi pourquoi les communautés religieuses et l'Église en général ont très, très peu résisté aux décisions du ministère de l'Éducation, fondé par Paul Gérin-Lajoie dans les années 60,
qui réorganisait tout le système d'éducation. De toute façon, ils n'étaient plus capables d'offrir ce service-là un peu partout. Alors, ils se sont retirés, sans crier, sans contester, et ils ont laissé la place à un système pris en main par l'État. Donc, la rafle des années 60, on n'ouvrait plus de pensionnats, on enfermait. Ce qui s'est passé, c'est que dans l'Ouest canadien, à l'initiative du gouvernement fédéral, encore une fois, on est allé retirer des enfants, un par un, de leur famille, des enfants d'Autochtones. Dans le rapport de l'enquêteur Patrick Johnston, lui, il dit « souvent sans consentement des parents ou de la bande », du conseil de bande, en l'occurrence. La loi avait été modifiée en 1951 pour donner plus de compétences aux provinces. Vous voyez, le fédéral aussi voulait se décharger un peu sur d'autres. Mais il y a eu un amendement en 1980 de la Child, Family and Community Services Act qui obligeait les travailleurs sociaux, là c'était nouveau, à informer les conseils de bande, pas leur demander la permission, à les informer. Il y a 2, 3, 4 enfants de votre peuple qui ont été confiés en adoption dans la dernière année. Il fallait les informer au moment où ça se passait. Le total des adoptions aurait été de 11 132, selon le ministère fédéral des Affaires autochtones. En Colombie-Britannique, c'est au Manitoba qu'il y en a eu le plus, 3 400. 1466, on peut dire 1500 en Colombie-Britannique. Mais la moitié de ces enfants-là ont été confiés à des familles des États-Unis, des familles américaines. C'est là qu'ils ont été déportés. Il y a une dame appelée Nacouzette qui a témoigné dans la presse une couple de fois dans la chronique d'Isabelle Haché, notamment, qui dit qu'elle-même a vécu cette situation-là, qu'elle a été confiée en adoption à une famille montréalaise et qu'elle n'en garde pas nécessairement un très bon souvenir. Dans le recensement mais la situation, on peut dire qu'elle se continue d'une autre manière, malheureusement. Dans le recensement canadien de 2016, on apprend que les populations autochtones regroupent 8 7,7, 8 des enfants dans tout le Canada. Mais que par contre, ils forment 52 des enfants placés en famille d'accueil. Il y a donc encore soit le constat, soit le préjugé que les familles autochtones ne sont pas à même de donner ce qu'il faut à leurs enfants et on leur retire les enfants. Parce qu'évidemment, même dans les autres provinces, il y a l'équivalent de ce qu'on appelle au Québec la Direction de la protection de la jeunesse. Et si la DPJ intervient chez vous en disant, non, on ne peut plus vous laisser la garde de cet enfant-là, il n'est pas en sécurité avec vous. La famille peut essayer de protester par la voie des tribunaux, mais on lui souhaite bonne chance. Alors, il y a quelque chose comme ça qui aurait cours aussi, qui ferait que le système se continuerait. Bon, j'ai sûrement oublié plein de choses. Je vous ai garoché plein de données, de renseignements. À ce moment-ci, je pense qu'on peut prendre quelques questions-réactions. Alors, si vous êtes prêts, vous allez au micro, une personne à la fois. Et il y a bien d'autres choses que j'aurais peut-être dû vous dire, là, mais... Oui, madame. Oui. Il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris quand vous avez parlé de la rafle en 1960 dans les provinces de l'Ouest. On allait chercher les enfants un à un, mais qui était en arrière de ça? Je n'ai pas très bien compris. Le gouvernement fédéral, à travers une espèce d'organisme qu'il avait mis sur pied, qui allait arracher des enfants à leur famille un par un et les confier en adoption. Là, on ne parle plus de pensionnat pour autochtones. Là. On parle d'adoption, un par famille. Donc, ils étaient tous dans des familles différentes. Alors, ça, c'est quelque chose dont j'ai pris connaissance, moi, assez récemment dans la presse du Canada anglais. Dans le Globe and Mail, le National Post, par exemple. Et c'est ceux-là dont je vous disais que, c'est ici, en tout, 11 132 enfants, selon le ministère des Affaires autochtones, auraient été adoptés par des familles à moitié canadiennes, à moitié américaines. Oui. Puis, est-ce que ces enfants-là qui étaient pris en adoption, comment on les choisissait, le savez-vous? Les parents étaient d'accord ou je ne sais pas? Non, les parents n'étaient pas nécessairement d'accord. Le gouvernement allait les chercher comme il avait fait pour les envoyer dans les pensionnats pour autochtones.
C'est le gouvernement qui choisissait. Oui. Il y avait un comité gouvernemental qui allait les chercher, là, parce qu'il y avait cette conviction que si tu les laisses dans leur communauté, d'abord, ils n'apprendront jamais à se débrouiller comme nous, et ensuite que ce n'était pas nécessairement sécuritaire. Partant peut-être des taux d'alcoolisme, de mortalité, de suicide, de maladies qu'on voyait dans les réserves autochtones, entre autres, mais aussi de toutes sortes de considérations disciplinaires ou discriminatoires, comme vous voulez. Merci. C'est pas la partie que je connais le mieux. Alors, je laisse les gens s'approcher du micro, mais j'avoue que c'est pas la partie avec laquelle je suis le plus compétent que la RAF des années 60. Là, j'ai pris connaissance de ça dans les 2-3 dernières années seulement. On n'a pas eu vraiment ça au Québec, encore une fois, parce que nous avons peu d'Autochtones, finalement. Ah oui, on vous demande de garder le masque dans le micro. Désolé, moi, j'ai mon micro à moi, donc je suis privilégié, mais vous, c'est pas la même chose. Oui, bonsoir. Moi, j'aimerais savoir, quand un pensionnat fermait, Oui. bon, la communauté religieuse devait dire au fédéral, je ferme boutique. Oui. Ça se passait comment, ça? Est-ce qu'il disait au fédéral, j'ai un cimetière, moi, là, tu vas t'en occuper pour faire la suite des choses? Ça, le média, il ne l'a pas dit, ça. Bien, l'enquête du professeur Hamilton a fait ressortir que la documentation sur les pensionnats a été archivée. Les archives sont disponibles. Quand on a demandé à des communautés religieuses comme les Sœurs de Sainte-Anne, les Sœurs de Saint-Joseph, Saint-Hyacinthe, pourquoi ne mettez pas vos archives à la disposition? Bien, on dit elles sont déjà disponibles. Elles sont au Musée royal de Colombie-Britannique. Parce que les journalistes, bon, là, je vais y aller de mon commentaire, mais étant un journaliste moi-même dans les faits depuis au moins 20 ans, puis ayant fait des stages de journalisme à Ottawa, bien, je vois comment la profession dépérit depuis quelques années. Les journalistes, de plus en plus, sont obligés de travailler très vite. Ils doivent couvrir plusieurs sujets. Vous n'avez presque plus de journalistes spécialisés. Ils passent d'un dossier à l'autre, le temps de le dire. Et il y a un dicton dans le monde du journaliste, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, il faut nourrir la bête. C'est ça, il faut sortir chaque jour ta nouvelle, puis tu nous fais un papier là-dessus. Mais tu n'as pas le temps de faire grand recherche, là. C'est pour telle heure, aujourd'hui ou demain. Puis après ça, ça va être un dossier complètement différent. Le seul domaine, à ma connaissance, où tu as encore des journalistes spécialisés, c'est l'actualité judiciaire. Parce que là, tu ne peux pas envoyer n'importe qui au palais de justice. Ben, ça arrive quand même des fois que c'est des nouveaux venus qui ne s'y connaissent pas trop, mais normalement, tu as des journalistes qui ont appris à travailler avec le langage des palais de justice, avec les règlements des palais de justice, parce que c'est très délicat. Et si tu publies des choses que tu n'as pas le droit de publier, là, ton employeur va se retrouver avec des poursuites judiciaires importantes. Tu vas être accusé de mépris de cour et patati patata. Tu n'es pas sorti du bois. Bon. Mais, donc, les journalistes font ça très rapidement. Alors, moi, j'ai été surpris de la rapidité. Quand tu arrives début juin, c'est un temps creux dans l'année que l'été. Il n'y avait pas grand nouvelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2013, quand il y avait eu le gros accident à Lac-Mégantic, on a entendu parler de ça sans arrêt pendant 3 mois. Je ne dis pas que c'était pas grave. C'était dramatique pour les gens de Lac-Mégantic, bien sûr, puis c'est passé des tas de choses, puis il y a eu un beau sursaut de la communauté, quand même, pour traverser cette épreuve-là. Mais on n'avait que ça, parce qu'il n'y avait rien d'autre. C'était le sujet facile. Et pendant ce temps-là, et dans les médias, j'en sais quelque chose moi-même, souvent, moi, je suis un petit média de rien du tout. C'est 400 courriels par jour que je peux recevoir. Il faut filtrer tout ça. Et là, est-ce que l'autre veut me dire que c'est très important, qu'ils vont faire une conférence de presse pour annoncer la mise en vente d'un nouveau produit quelconque? Ben non, ça ne m'intéresse pas, c'est relativement facile. Mais l'autre annonce l'ouverture ou l'inauguration d'un monument à tel musée. Toutes sortes d'organismes comme ça, ils arrivent avec leur promotion. Et là, qu'est-ce que tu vas couvrir? Donc, dans un journal comme La Presse Plus, on doit se faire proposer peut-être 400-500 sujets par jour, et on en prend 3, 4 ou 5. Il y a quelqu'un qui juge de ça et qui doit le faire très rapidement, de la même façon que les reporters ensuite qui vont envoyer doivent aussi travailler très rapidement. Ça va vite. Et il y a eu très rapidement une réaction forte et vive de la population.
au mois de juin, au début de juin, après la découverte de Kamloops. Ce qui a convaincu les médias de continuer dans le même sens et d'accorder beaucoup d'importance. Et sans exagérer, on peut dire que c'est une déferlante que nous avons eue cet été. Ça n'arrêtait pas, c'était constamment, tous les jours. On nous parlait de cette découverte-là. En nous disant à un moment donné, vous allez voir, ça va continuer pendant tout l'été. Ça n'a pas continué pendant tout l'été. On n'a pas retrouvé la totalité des 3 000 à 4 000 tombes encore. Bon. Mais on va éventuellement les retrouver parce qu'on a une documentation. Sauf que la documentation ne vous dit pas, avec un GPS, quelles sont les coordonnées exactes des tombes. Non. La documentation vous dit, voici le nombre d'enfants qui ont été inhumés telle année, à côté du pensionnat à tel endroit. Après ça, il va aussi rester, quand éventuellement, avec l'accord des communautés autochtones concernées, quand les corps seront exhumés, sortis de terre, bien là, il faudra enquêter pour voir si c'était tous des enfants et si c'était tous des enfants des pensionnats aussi. Mais ça fait partie d'une enquête, c'est pour ça qu'on dit un drame encore à éclaircir. Il y a beaucoup d'éléments qui sont encore sans réponse. Et des fois, on a sauté à toutes sortes de conclusions un peu rapidement. Il faudrait que je vous parle aussi, peut-être. Oui, venez au micro, monsieur. OK, allez-y. Mais tantôt, je vous parlerai aussi de ce qui s'en vient, les rencontres avec le pape du 17 au 20 décembre à Rome et de la visite du pape au Canada l'an prochain. Je reviens avec une sous-question. Oui. Bon, je suis d'accord, les archives s'en vont, vous avez dit, mais le terrain, la bâtisse, ça appartenait à quelqu'un, ça. Ça appartenait au fédéral? Ça appartenait à la communauté? Si ça appartient à la communauté, elle avait un promoteur pour faire des condos, là, je ne sais pas quoi. Et le cimetière, ça fait un cimetière en déshérence, comme on en voit un paquet dans le canton de l'Est quand on se promène des routes de campagne. C'est un cimetière en déshérence où le fédéral, il s'est foutu que c'est un cimetière, puis on vend le terrain, puis on se fout ce qu'il y a en dessous. Il n'y a pas eu d'effort du gouvernement fédéral pour revaloriser ou entretenir les cimetières une fois les communautés parties. Et les communautés vont vous dire que quand elles ont inhumé ces enfants-là, d'abord, il n'y avait pas de moyen de communication pour rejoindre les familles. Et il fallait faire ça au coût le plus bas possible. Vous savez comment le transfert de corps, ça peut coûter cher? Bien, évidemment, là, ça n'aurait pas été par avion, mais même là, ça aurait été par voie terrestre, mais tout de même, il n'y a pas eu de choses comme ça. Les pensionnats, normalement, étaient plutôt la propriété du gouvernement fédéral. Quand les communautés se retiraient, elles cessaient leurs activités d'enseignement, et les pensionnats n'ont pas non plus été... D'ailleurs, si vous voyez que ce soit à Kamloops, il y a des ruines des fois. Des fois, il y a encore un ancien pensionnat qui est debout. À Kamloops, le pensionnat est encore là. Et, bon, mais évidemment, c'est un bâtiment qui vieillit et qui forcément vieillit mal parce qu'il a été l'objet d'aucun entretien. Kamloops, je l'ai noté quelque part ici. Les Oblats l'avaient abandonné. Le gouvernement fédéral en a repris la responsabilité à un moment donné, pendant quelques années. Ah, voilà ici. Bon, l'école était d'abord sous la responsabilité du gouvernement du Canada. Elle a ouvert en 1890. Les Oblats s'en sont occupés 2-3 ans, ont commencé à s'en occuper 2-3 ans après. Ils ont laissé au fédéral en 69 jusqu'à la fermeture en 79. Ce pensionnat-là a toujours été la propriété du gouvernement fédéral. Et je pense qu'ils ont presque tous été la propriété du gouvernement fédéral. Les religieuses qui enseignaient là étaient techniquement des employés comme les autres, tout simplement. Et c'est un montant forfaitaire. Quand il s'agit de communauté, bien sûr, vous savez comment ça fonctionne. Les membres de la communauté ne reçoivent pas directement de salaire. C'est la communauté qui reçoit un montant forfaitaire par contrat et qui, là, assure le service. Les religieuses sont nourris, logés et généralement, ils ont droit à une petite allocation de subsistance par semaine ou par mois. C'est ça le principe des communautés religieuses. Oui, il y avait monsieur aussi qui avait une question là-bas. Mais je vais y aller après vous. Évidemment, il faudrait qu'on réalise aussi qu'il y a des gens, maintenant, après ce scandale, il y a des gens parmi les chrétiens, parmi les catholiques même convaincus, qui ont décidé, moi je vais me faire débaptiser.
Oui, oui. Alors, qu'est-ce que vous faites contre ce problème-là? Pour affronter ce problème-là, vous voulez dire, oui. Écoutez, d'abord, comme vous le savez, on ne peut pas être techniquement débaptisé. Le baptême est pour toujours. Par contre, on reçoit des demandes d'apostasie. Au diocèse de Québec, j'en ai traité quelques-unes. Je pense pouvoir dire que nous accueillons très poliment les demandes d'apostasie. Quand les gens prennent la peine de faire cette démarche-là, nous n'essayons pas de les empêcher. Ils ont pris leur décision, nous allons la respecter. Maintenant, les étapes à franchir font que c'est une sorte de filtre modérateur, si vous voulez, que ça nous montre que les gens sont vraiment sérieux, qui ont réfléchi. Par exemple, on ne peut pas accepter une simple déclaration par courriel, parce qu'on ne sait pas si c'est la bonne personne qui est au bout de la ligne. Non, il faut avoir la preuve que la personne qui demande que son apostasie soit enregistrée à côté de son acte de baptême dans nos registres, il faut être sûr que c'est vraiment elle. Et généralement, on lui demande, si elle ne vient pas en personne, on lui demande d'avoir un témoin qui contresigne, authentifiant que c'est bien elle qui a décidé d'apostasier. Et à ce moment-là, on prend note, la chancellerie lui envoie ensuite une confirmation que nous avons reçu son acte d'apostasie, en lui disant, si vous désirez un jour revenir dans l'Église catholique, il faudra passer forcément par le sacrement du pardon et entreprendre une démarche probablement de catéchèse. Donc, vous êtes prêts à ça, mais pour l'instant, nous prenons acte du fait que vous avez apostasié et que vous avez renoncé à votre foi catholique. Bon, votre question, en fait, est même plus large parce que on a choisi de ne pas être trop défensif. Quand je dis on, là, ce n'est pas nécessairement moi, mais l'Église a été prise par surprise avec ses soi-disant révélations au mois de juin, et on a choisi de ne pas être trop défensif. De toute façon, quand on essayait, les journalistes semblaient ne pas très nous prendre au sérieux. Alors, on n'a pas cherché à faire valoir beaucoup ce qui s'était vraiment passé. C'était assez compliqué aussi, comme vous le voyez un peu ce soir. Donc, on se retrouve, oui, avec une crise de crédibilité dans la population et qui fait mal, c'est clair. Et vous avez des catholiques sincères, convaincus, qui sont vraiment choqués de ce qui s'est passé. Il y en a de toutes sortes. Toutes les réflexions que j'ai lues, comme je laissais t'entendre un peu tantôt, oui, je vais le dire, moi, je ne suis pas très heureux du travail qui a été fait dans la Presse Plus. Alors que dans Le Devoir, qui d'habitude ne se gêne pas pour critiquer l'Église, au contraire, ils ont publié au moins 6 textes d'opinion de leurs lecteurs et lectrices qui essayaient de faire la part des choses puis de dire un instant, cherchant à comprendre ce qui s'est passé, comment se fait-il que nos grands-parents ont soutenu ce système-là? Est-ce que c'était si criminel que ça, etc. Même, j'en ai plusieurs ici, là, des textes comme ça. Il y en a un très bon d'un de mes anciens professeurs à l'Université Saint-Paul d'Ottawa, Guy Marchessault, avec Jacqueline Lemay, ça c'est son épouse, je la connais, et qui fait allusion à toutes sortes de facteurs. Et il en a un aussi. Guy a déjà fait partie de la communauté des Oblats. Il a été professeur de communication sociale à l'Université d'Ottawa. Ensuite, il dit, les religieux de l'époque ont peut-être manqué de lecture sociale et d'esprit de contestation. Elles auraient dû voir le rapport de force culturelle, sociale et économique fortement inégal, défavorable aux Premières Nations. Ça, je suis un petit peu d'accord avec lui. Dans l'univers religieux que je connais un peu depuis 45 ans, et même plus, des fois, certains d'entre nous, on n'a pas beaucoup d'analyse sociale. Un exemple qui est un peu triste, puis ce n'est pas une question de mauvaise volonté, mais c'est une question de sensibilité. Je parlais tantôt du génocide rwandais. Moi, ça m'a complètement bouleversé de voir comment nos amis dominicains, qui étaient là au Rwanda, qui étaient très présents, qui avaient fait un bon travail, apparemment, aucun d'entre eux n'aurait vu venir le génocide qui s'approchait dans les années 90. Même l'illustre et célèbre père Georges-Henri Lévesque, un des pères de la Révolution tranquille au Québec, était très fier d'avoir fondé l'Université du Rwanda. Il avait raison de l'être, c'est une œuvre remarquable, mais lui non plus n'avait pas vu ça. Alors que le théologien Louis O'Neill est allé passer 2 mois au Rwanda en 70-71, il a écrit un texte à son retour qui disait « D'ici 30 ans, ça va dégénérer dans ce pays-là et vous allez avoir des massacres épouvantables. » Et il y a eu, on le sait, 800 000 morts. Et quand le général Dallaire et d'autres ont commencé à rapporter ça à l'ONU, par exemple, personne ne voulait les croire.
Ils se disaient tous que Dallaire exagérait, mais il avait vu des choses, lui. Il avait vu. Et, bon. Alors, j'arrête là-dessus. J'ai envie de glisser ici, tiens, la question, ça ne sera pas très long. Oui, je vais vous laisser la parole immédiatement après. La question, donc, du 17 au 20 décembre, la Conférence des évêques catholiques du Canada envoie quelques évêques avec une délégation de représentants des Premières Nations et des Métis. Il va y avoir des aînés, parce que l'expérience des aînés, des sages dans les peuples autochtones, c'est quelque chose d'important qui est pris au sérieux. Peut-être plus que dans nos communautés à nous, d'ailleurs. Bon, mais ça, c'est une autre question. Et qui vont rencontrer la délégation. Il va y avoir 3 rencontres avec une partie de la délégation. Le tiers de la délégation, à peu près, numériquement, va rencontrer le pape. Donc, 3 rencontres successives. Et ensuite, une rencontre collective de tout le monde avec le pape François, le 20 décembre. Et le Vatican a annoncé, il y a quelques jours à peine, que le pape François va venir au Canada l'an prochain. Est-ce qu'il va venir présenter des excuses, comme l'ont demandé beaucoup de gens? C'est très possible, mais ce n'est pas confirmé encore. Je pense qu'il se donne le temps aussi d'analyser la situation, puis il va prendre les rapports d'ici là. Moi, j'ai l'impression que cette visite-là, on n'a pas les dates encore. Je ne pense pas qu'elle se fasse avant la fin août ou le mois de septembre, octobre. Bon, pas trop loin en octobre, parce que vous savez le climat que nous avons au Canada, pour des grands rassemblements, mais ça ne sera pas nécessairement non plus pour des grands rassemblements. Il est possible qu'il privilégie des rencontres avec les représentants des Premières Nations, parce que c'est ça la principale raison de sa visite. Enfin, on va voir, mais en même temps aussi, pour nous, ça veut dire qu'il va falloir aussi être capable d'organiser ça. Quand Jean-Paul II était venu en 1984, nous avions commencé les préparatifs 3 ans avant. Là, il ne reste pas 1 an, là. Alors, mais il va falloir y réagir, mais il se peut que ça soit plus simple et plus modeste et plus discret aussi qu'en 1984, alors que la visite de Jean-Paul II avait été quelque chose d'étincelant à la grandeur du pays, là. On va voir, on attend ce que le Vatican va nous dire là-dessus. Voilà ce que moi je pouvais vous dire pour l'instant sur le pape au Canada. Évidemment, quand les fameuses excuses que certains réclament du pape depuis le début, quand on demande des excuses comme ça, c'est pas juste pour entendre les gens s'excuser puis « Ah, merci beaucoup, là, enfin, je suis satisfait ». C'est parce qu'on veut aussi une compensation monétaire. Sur le plan judiciaire, il peut difficilement y avoir des excuses sans compensation financière. Mais là-dessus, M. Trudeau, qui s'est déchargé de son fardeau en disant que c'était à l'Église à demander pardon, bien, M. Trudeau, il a tendance à multiplier les excuses à toutes sortes d'occasions, en toutes circonstances. Je le dis d'autant plus librement que la campagne électorale est chose du passé maintenant, même qu'on a fait plein de caricatures de lui avec ça. Je m'excuse de ne pas m'être excusé plus tôt, je m'excuse de ci, je m'excuse de ça. Bon, alors c'est rendu une blague. Et il n'a pas l'air à trop s'inquiéter de l'argent que le gouvernement fédéral doit payer chaque fois qu'il s'excuse. Ça dépend, là. Quand il s'est excusé de ses accoutrements bizarres qu'il a fait revêtir à sa famille en Inde, bien là, il n'y avait pas de compensation financière. Le gouvernement indien n'a pas demandé de règlement en argent. Mais il s'excuse à toutes sortes de propos, il a l'air à penser que ça ne veut rien dire. Donc, si l'Église présente... Alors, quand les évêques canadiens ont présenté leurs excuses, les médias nous ont dit que ça a pris beaucoup de temps. Les évêques canadiens ont présenté leurs excuses le 24 septembre, le lendemain de l'ouverture de leur assemblée plénière annuelle. L'assemblée plénière s'est faite virtuellement, mais les évêques ont toutes sortes d'agendas. Ils ont attendu que l'Assemblée soit commencée. Ils en ont discuté ensemble. Et là, parce qu'il y avait des divisions entre eux, on peut le dire, jusque-là. Sur la question du traitement accordé suite aux pensionnats autochtones, il y avait des divisions au sein de la Conférence des évêques. Tout le monde ne pensait pas la même chose. Ils se sont concertés davantage. Ils ont convenu de présenter des excuses. Et le lendemain, parce que tout de suite, dès que les excuses ont été soumises, on leur a demandé, bon, combien vous payez maintenant? Jusque-là, on disait, non, ce n'est pas de l'argent qu'on veut, c'est des excuses. Non, on veut de l'argent aussi. Alors, combien ont-ils donné ici? Je pense que c'est quoi le montant déjà qui a annoncé? 30 millions? Quelque chose comme ça. Bon, il faudra vérifier, mais en tout cas, excusez-moi, j'ai trop vu de montants d'argent alignés là, avec les excuses successives.
Mais là, je veux laisser place à vos questions et interventions. Madame, si vous vouliez, vous aimeriez que vous approchiez du micro avec votre masque. Hein? À un moment donné, vous avez parlé de 2000 pièces, 3000 pièces Oui. par enfant. Où allait cet argent et pourquoi? Bon, ça, c'était chaque enfant qui était passé par les pensionnats, chaque ancien enfant, il faut bien le dire, qui était passé par les pensionnats autochtones, recevait 10 000 pourvu qu'il ait été là pendant 1 an. À ça, il recevait personnellement le 10 000 S'ajoutait ensuite un montant de 3 000 par année supplémentaire dans les pensionnats. Donc, s'il a été là 5 ans, 10 000 plus 4 fois 3 000 pour les 4 années suivantes, ça fait 22 000 Mais après ça, s'il y avait eu des sévices, préjudices physiques ou sexuels d'abus, là, il y avait 2 sommes disponibles, une compensation de 275 000 et une compensation de 250 000 aussi, s'il est capable de démontrer que le préjudice l'a empêché d'être fonctionnel pendant de nombreuses années après. Concrètement, ça veut dire, il va dire, par exemple, je n'ai pas été capable de trouver d'emploi, je n'étais plus fonctionnel, je suis resté traumatisé par ça. Et bon, il y a aussi, bien sûr, les questions de consultation en psychothérapie. Là. Parenthèse, par exemple, au diocèse de Québec, quand se présentent des plaignants qui viennent se plaindre d'abus sexuels passés, qui nous arrivent avec ça, puis souvent on est surpris, Monseigneur Pelchat, qui reçoit ça avec le comité conseil, disait, dès que ça nous paraît crédible, on ne sait pas si c'est vrai ou non, mais dès que ça paraît crédible, on est prêt à payer les traitements de psychothérapie. Après ça, bien là, pour le reste, c'est devant les tribunaux qui vont se présenter puis réclamer une compensation financière s'ils pensent qu'ils y ont droit. Mais présentement, là, il y en a qui... Là, la Cour a autorisé, en août 2020, la Cour du Québec a autorisé un recours collectif. Et dans un recours collectif, c'est beaucoup plus facile de se joindre aux autres qui sont dans le recours et de réclamer aussi un montant qui va être accordé à tous les plaignants si le juge considère que c'est nécessaire. Excusez-moi de vous avoir assommé que tous ces montants-là. Je voulais éviter les chiffres, mais on n'y échappe pas. Oui, madame. Oui, bonsoir. Ma question, c'est que nous avons vu des églises vandalisées et même brûlées. Et Oui. j'aimerais savoir si le sentiment des Autochtones, c'est vraiment de ne pas aimer, comme l'Église catholique, c'est pour tous les Premières Nations qui ont les mêmes sentiments, ou c'est seulement plus dans l'Ouest qu'ici, ou c'est quelque chose de général? Bien, les églises brûlées, c'était toutes dans l'Ouest canadien. Mais encore une fois, la majorité des populations autochtones sont là. Les Autochtones, là, je n'ai pas les chiffres. En Colombie-Britannique, ils sont très nombreux. En Saskatchewan, où j'ai été assisté à leur cérémonie en 2019, ils sont 350 000 et la population est seulement d'1 million. Donc, ils forment 35 de la population. Si vous allez vous promener dans les rues de Saskatoon, comme j'ai fait, parce qu'un ancien confrère de classe est là-bas, puis je suis allé le visiter, on a passé 2 semaines ensemble, vous en croisez partout au centre-ville des Autochtones. Bon, votre question maintenant, est-ce qu'ils sont si hostiles à l'Église? Moi, j'ai envie de vous répondre, pas tant que ça, parce que les Autochtones, on a posé la question à Constant Washish au mois de septembre, là, le grand chef des Atikamekw. Il dit, écoutez, les Autochtones, même la question, c'était, comment se fait-il qu'ils sont encore restés si croyants? Il dit, ils sont naturellement très croyants. La spiritualité, dit, est une composante de notre culture. Et écoutez, à Sainte-Anne-de-Beaupré, nous, il y a un campement pour Autochtones en face de la basilique. Et à chaque année, la neuvaine, au mois de juillet, les Autochtones sont très nombreux à s'installer là. Ils arrivent maintenant avec des véhicules récréatifs puis des motorisés plus qu'avec des tentes comme autrefois, mais ils sont encore très nombreux qui viennent à la neuvaine. Mais il y a une hostilité aussi. Et il y a clairement une affirmation. Je ne sais pas si je peux faire la comparaison avec le monde musulman. C'est trop risqué, c'est pas la même chose, mais on sent que la révolte des Autochtones qui couvaient a sorti au grand jour depuis quelques années. Les travaux de la Commission Vérité et Réconciliation ont mis sur la place publique des situations comme celle-là. Vous avez eu le mouvement Idle No More. On ne reste plus à rien faire. Ça, c'était quoi, il y a 7-8 ans.
Donc, souvenez-vous, en février 2020, quand les trains ont été bloqués à la grandeur du Canada, là, c'était une question liée à un gazoduc de gaz naturel qui partait du nord de l'Alberta et qui devait aller dans un port de Colombie-Britannique. Et la compagnie Coastal GasLink qui croyait avoir bien fait les choses parce qu'ils avaient eu l'accord des conseils de bande. Mais là, il y avait les chefs traditionnels de ces tribus-là qui n'avaient pas parlé encore. Et ça, c'est un mécanisme qui nous échappe à nous. Mais les chefs traditionnels, eux, étaient contre cette entente-là. Et la compagnie croyait que tout était réglé. Et quand ils ont vu des protestations, bien là, le gouvernement fédéral a envoyé des agents de la GRC pour réprimer ça, mais ça n'a fait qu'amplifier les choses. Et vous avez eu cette crise qui a pris fin parce que la pandémie arrivait. C'était en février 2020, ça je me souviens très bien. Et d'ailleurs, j'avais passé une semaine à Saskatoon à ce moment-là. Et j'avais ensuite répondu aux journalistes de Radio-Vatican, la radio de Radio-Vatican, qui se questionnait sur le phénomène. Puis là, il avait vu un peu avec moi la complexité. Là. Puis je m'étais permis de leur signaler que M. Trudeau, après son élection en 2015, est allé rencontrer les Premières Nations du Canada. On lui a présenté un catalogue de 175 revendications, je pense, et il a dit d'emblée « J'accepte tout ». Je suis certain qu'il ne les avait pas lus. Mais 5 ans plus tard, les chefs autochtones faisaient remarquer « Ah, il ne s'est rien passé en 5 ans ». Et c'est là que vous avez eu ce mouvement, notamment, parce que ce qui était au départ la contestation d'un gazoduc de l'Alberta à un port de Colombie-Britannique, c'est devenu, ça a fédéré au fond toutes les colères, toutes les revendications traditionnelles des Autochtones et des gens qui sont leurs alliés, qui ont manifesté avec eux et qui ont bloqué les chemins de fer. Et il faut savoir que c'est très symbolique pour eux, parce que la voie ferrée, l'établissement du chemin de fer transcontinental d'est en ouest, qui a permis ce que certains ont appelé le Canada moderne, c'est à cause de ça que les Autochtones ont été chassés de leurs terres dans l'ouest. Dans un des articles, je vous laisse, ça je n'en ai pas pour tout le monde, mais en 2019, j'avais fait dans la revue un billet. Parce que dans la documentation, je remets au Père Desjardins, il voit qu'au moins dans 5 numéros de la revue depuis 2015, nous avons parlé des questions autochtones. Nous avons parlé de l'enquête sur les femmes autochtones disparues et assassinées avec la commission Vien au Québec. On a traité de ça aussi. En 2019, pendant mes vacances, donc, avec mon ami de là-bas, je voulais aller dans le parc des Cypress Hills et on a choisi d'assister à une commémoration. C'était le 125e anniversaire du traité numéro 4, par lequel les Autochtones, les nations qu'on disait amérindiennes du coin, avaient cédé une bonne partie de leurs terres au gouvernement canadien. Alors là, j'étais curieux de voir comment ça se passerait. D'ailleurs, j'ai intitulé le billet « Mon anniversaire chez les Premières Nations » parce que c'était le jour de mon anniversaire de naissance, mais pourquoi pas on visitait les Cypress Hills en même temps. On assistait à la cérémonie. J'ai remarqué quelques différences aussi, à part le fait que pendant 2 heures, on a eu des entretiens par une vingtaine d'orateurs successifs, tout en restant assis. Ça, on n'est pas habitué à ça chez nous. J'ai fait la blague à mon confrère que c'était une longue liturgie. Mais j'ai remarqué aussi que quelques-uns ont pris la parole, les chefs autochtones, pendant 2-3 minutes dans leur dialecte, leur langue tribale. Mais très vite, ils sont passés à l'anglais, parce que, autrement, eux-mêmes ne se seraient pas compris entre eux, il y a trop de langues différentes. Quand ils parlaient en anglais, là, moi en tout cas, je comprenais, et les Autochtones comprenaient tous très bien. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'il y avait des représentants de la GRC qui étaient là, dont le surintendant régional. Il y avait 2 agents de la GRC qui étaient des Autochtones eux-mêmes, et les 2 autres, le surintendant et un de ses adjoints. Et là, ils ont évoqué, notamment parce qu'on était à Fort Walsh, dans le parc des Cypress Hills, ils ont évoqué, à la fin du 19e siècle, les Autochtones comme les Sioux de Sitting Bull fuyaient le territoire des États-Unis, le Montana, et trouvaient refuge au Canada. Et pour eux, la frontière, ça ne voulait rien dire, évidemment. Mais ils se sont aperçus à l'usage que quand ils franchissaient une ligne qui correspondait à une ligne sur les cartes des Blancs, bien là, tout à coup, ils étaient protégés par la GRC. Alors qu'aux États-Unis, l'armée des tuniques bleues ne cherchait qu'à les exterminer. Parce que, même si le Canada a eu mauvaise presse aussi au plan international dans cette affaire-là, il n'en reste pas moins que les Autochtones canadiens, historiquement, en tout cas globalement, ont été beaucoup mieux traités que ceux des États-Unis.
Vous avez eu le massacre de Wounded Knee aux États-Unis, entre autres. Nous, ce qui s'est passé, ce que les Autochtones ont subi comme violence physique, c'était plus le fait de vendeurs d'alcool, de trafiquants, de contrebandiers. La GRC, en général, a essayé de les protéger, contrairement à l'armée des États-Unis. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que plusieurs sont venus se réfugier, justement, dans ce coin-là, de l'Ouest canadien. Comme ensuite, d'autres vont traverser la frontière. Bon, écoutez, même Al Capone est venu se réfugier à Moose Jaw, en Saskatchewan, dans les années 1920, la Prohibition. Parce que il fabriquait l'alcool ici, il le vendait à partir du Canada, et après ça, il traversait les lignes discrètement pour aller récupérer son argent aux États-Unis. Là où est l'argent, paraît-il. Excusez-moi, je dérive un peu. Oui, allez-y, je vous en prie. Puis vous reviendrez après, bien sûr. Tantôt, dès le début, vous avez dit que les enfants autochtones viennent de différentes communautés, Oui, parce qu'il y en a qui parlent plusieurs langues. exact, des langues différentes. Quelle formule mathématique employer pour faire leur éducation? Ah, bien, écoutez, l'apprentissage des langues, ça se fait par la pratique. Alors, mais au départ, il y avait un fossé, bien sûr. Les éducateurs ne parlaient pas les langues des enfants, et les enfants ne parlaient ni le français ni l'anglais. Mais l'entreprise d'assimilation passait par l'apprentissage ou du français ou de l'anglais. C'était un des objectifs principaux des pensionnats autochtones. En même temps, on espérait la fameuse formule « tuer l'Indien en l'Indien ». Ça ne veut pas dire tuer physiquement, ça veut dire tuer la culture, tuer les habitudes, les mœurs. Ça veut dire essayer de les faire vivre comme nous au nom de cette civilisation supérieure qui serait la nôtre. C'était la mentalité qui présidait en Europe, puis que aussi les peuples d'ascendance européenne, nos ancêtres, en tout cas à moi, avaient ici en Amérique du Nord. Mais l'apprentissage de la langue pouvait être difficile, effectivement. Et les jeunes qui étaient dans les pensionnats, je pense qu'ils n'en voyaient pas l'utilité de prime abord. Le but était de les assimiler. C'est là qu'il y a une violence. Et on a commencé à comprendre la violence que représentait cette entreprise d'assimilation culturelle. On a commencé à le comprendre seulement très récemment. Jusque-là, non. Nos ancêtres qui regardaient ça, qui étaient assez au courant, disaient « ben non, on leur rend service, voyons donc ». Avez-vous déjà lu Tintin au Congo? Comment ça? Le livre Tintin au Congo? Non, vous l'avez, OK, alors on n'en parlera pas. D'accord. Oui, ben, OK, madame et monsieur? Moi, je voudrais savoir si vous avez des statistiques pour la province de Québec, pour les enfants, puis la population qui existait pour les pensionnats autochtones. Là. Bon, de mémoire, il y a eu 6 pensionnats autochtones au Québec, qui n'étaient pas nécessairement très gros. Il y en a eu un qui est dans le diocèse de Saint-Jérôme, mais je ne me souviens plus du nom, qui, lui, a fait l'objet d'accusations de mauvais traitement. Il y a plusieurs années déjà. Il y a eu celui sur lequel on a publié un article. Un père Oblat m'a envoyé des témoignages d'anciens élèves à Maliotenam sur la Côte-Nord, les Inuits, en l'occurrence. Et là, les témoignages étaient plutôt très positifs. Alors, j'ai joué ça prudemment, en disant, mais peut-être que c'est une exception, parce que là, on était après la Commission Vérité et Réconciliation. Puis comme je vous dis, bien, moi, j'avais pris connaissance de tous les rapports de la Commission Vérité et Réconciliation, même si ça n'a pas eu beaucoup d'impact au Québec, parce que la population québécoise avait tendance à penser, ça concerne juste le Canada anglais. Et vous savez que dans ce pays, nous sommes 2 solitudes, n'est-ce pas? Hein? Oui. Alors, bon. Mais des statistiques plus précises, tantôt, j'en ai donné une coupe par rapport à d'autres éléments. Par exemple, il y a 111 000 membres des Premières Nations et Inuits qui vivaient au Québec en 2019. Donc, nous sommes 8 millions de Québécois, enfin 7 830 000, je crois. Donc, c'est 1,2 ou 1,3 % de la population. Alors qu'en Saskatchewan, ils sont 35 %. En Alberta, ils sont 17 % de la population, je crois. Puis en Colombie-Britannique, ils sont très nombreux aussi. Souvenez-vous, la ministre fédérale de la Justice, Mme Wilson-Raybould, était l'ancienne grande chef des Premières Nations de Colombie-Britannique. Ouais. Maintenant, on pourrait vous trouver d'autres statistiques. 11 nations, ça c'est important, au Québec, sur 55 communautés. Mais
la plupart sont, si vous regardez la carte des établissements, vous avez ça avec Google, ils sont au nord du Québec. Ouais. Il y a quelques nations iroquoiennes, les Hurons-Wendat dans la région de Québec, les Mohawks, après ça, les Achininagés, en tout cas ceux qu'on appelait les Algonquins, ensuite les Atikamekw, entre Joliette et Latuc, dans ce coin-là, et bien sûr des Inuits, qu'on appelait autrefois les Montagnais, nous, dans notre langage, qui partent à partir du nord du lac Saint-Jean jusque sur la côte nord. Et vous avez aussi, bien sûr, en bon nombre, mais ça, c'est plus loin de nous, les Micmacs, qui sont en Gaspésie beaucoup, mais aussi très nombreux dans les provinces maritimes, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse. Mais la population du Québec a quand même augmenté beaucoup dans les dernières années, là, parce qu'on était 6 millions il y a quelques années, là, mais là, Ouais. avant, les pensionnats autochtones ont cessé quand au Québec, mettons? Oh, les derniers ont fermé dans les années 70. Ah, ouais. Oui, absolument. Entre autres parce que les religieux ne pouvaient plus fournir le personnel. Mais en même temps, la formule était déjà contestée. Parce que je pense que le gouvernement fédéral aussi se rendait bien compte que l'entreprise d'assimilation ne fonctionnait pas. Non. Mais en fait, quand vous dites on était 6 millions, on se souvient du slogan « On est 6 millions, il faut se parler », mais ça, c'était avant 1970. Nous sommes passés à 7 millions autour de 1980-81, je crois, et nous sommes maintenant 7 800 000. Ah bon, OK. Bon. Mais là, c'est stable, hein, ça n'augmente plus. La population autochtone, elle, est en croissance, mais la population non autochtone est stable. Il faut faire venir des immigrants pour répondre aux besoins du marché du travail. Ouais. Oui, excusez-moi. Ça va être ma dernière question. Je vous en prie. Je dois comprendre que la majorité des pensionnats étaient gérés par des communautés catholiques, la grande majorité. Les 2 tiers à peu près, oui. Bon, le tiers, donc c'était différentes communautés protestantes. Les anglicans. on en a eu Les plusieurs. anglicans. Il y avait des Oui. anglicans. C'est parce que les journalistes n'ont pas dit « Reine, excuse-toi, là, c'est la chef de l'Église anglicane ». Ils n'ont pas dit ça. Moi, je ne l'ai pas entendu. Ils Non. ont demandé « Pape, excuse-toi ». Le tiers, c'était des C'est ça. anglicans. Merci. Oui, effectivement, on s'est concentré sur l'Église catholique, tout comme des fois, on se fait accuser, par exemple, d'inciter à la violence quand on voit des attentats de terroristes islamistes. Dans ce temps-là, ce n'est pas l'islam qui est accusé, ce sont les religions. Puis comme la religion catholique, c'est la plus proche de nous autres, bien, on sait bien, les religions ne font qu'un. Quand on entend ça, nous, écoutez,